Ceux qui y participent de manière active le savent beaucoup plus que moi, les campagnes pour les législatives, ça ne s'arrête tout simplement jamais. Il y a constamment des trucs à faire, que ce soit les conférences de presse, les interviews, les réponses aux journalistes par mail sur les réseaux sociaux, la gestion de tes comptes sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, qui est devenu une espèce d'agora moderne. Twitter, voilà, c'est qu'importe ce qu'en disent les critiques, Twitter c'est là où s'expriment le plus les politiciens, notamment en France. Donc, tout ça pour vous dire que on travaille également les week-ends quand on est en campagne. Et les week-ends, il se passe plein de choses. Et heureusement pour les connards comme moi qui aiment bien capitaliser là-dessus, il s'est passé un tas de trucs ce week-end. Et grâce à cet article de Libération, grâce à cet article de Libération, on va pouvoir faire une revue de ce qui s'est passé. Alors là, l'article, il se nomme législative, les 10 déclarations politiques du week-end. On va pas parler de toutes les déclarations, hein, on va essentiellement parler des déclarations pour lesquelles, bien évidemment, j'ai un truc à dire, et les déclarations par rapport aux faits dont je suis au courant. Donc, on va commencer tout de suite, on va aller dans le vif du sujet. Voilà, ça va faire une vidéo un peu plus tranquille, un peu moins polémique que les autres, même si, comme d'habitude, on va parler de sujets politiques et on va parler de Mélenchon. Et Libération, bah, bien sûr, j'ai lu ces 10 propositions avant de commencer le tournage de la vidéo et j'ai remarqué que Libération, disons qu'ils étaient assez à charge face à Mélenchon. On pourrait penser l'inverse, mais ils sont très très critiques envers notre petit Méluche national, ce qui est super bizarre vu que Mélenchon pendant très longtemps il a représenté cette gauche qui est la gauche en tout cas qui est la ligne éditoriale de Libé, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je vous cache pas que je suis pas un grand lecteur de Libération, c'est vraiment pour les vidéos, hein. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de Libération. J'ai déjà fait masse de vidéos là-dessus, je vais pas revenir dessus, je vous ai expliqué exactement pourquoi. Moralement, je ne peux pas soutenir un journal comme Libération, mais là, bon, ils ont fait un assez bon travail avec cet article et ça me permet, moi en tout cas, ça me réduit beaucoup le travail pour la préparation de la vidéo. Donc voilà, ils me mâchent un petit peu le travail, ce qui est vraiment très gentil de leur part, mais c'est la seule fois pendant cette vidéo où je dirais quelque chose de positif de Libé. Donc, on commence déjà par l'illustration qui... J'aurais pu vivre ma vie, j'aurais voulu vivre toute ma vie sans avoir à assister à ce spectacle, ce truc, cette affiche, enfin je sais pas, alors il y a marqué ici une affiche illustrant l'union de la gauche à Paris aux abords de la manifestation contre l'extrême droite le 23 juin, mais j'aurais voulu vivre ma vie sans avoir à voir ça. Déjà, bon, c'est deux personnages que je porte pas nécessairement dans mon cœur, mais voir François Hollande foutre des galoches à Méluche, j'aurais préféré voir un chat mort sur le bord de la route. C'est un spectacle qui est beaucoup plus agréable que ce truc. Mais c'est immonde, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ou alors ils l'ont fait pour que les gens réagissent et je suis tombé dans le panneau. Donc on va commencer avec la première déclaration politique. Justement, qui parle de Mélenchon, la transition est parfaite, il ne faut pas parler trop vite. Monsieur Glucksmann, évidemment que ça peut être moi, disait Jean-Luc Mélenchon samedi sur France 5. Donc on a la vidéo qui est tirée de Twitter, on va la regarder tout de suite. Vous vous mettez en retrait, ça c'est ce que dit François Ruffin, et vous ne serez pas Premier ministre, c'est ce que dit Raphaël Glucksmann, ils ont raison, il faut les écouter. Eh bien, attendez, je ne suis pas en retrait, la preuve, je suis là. Pourquoi il dit ça alors, François Ruffin ? En retrait, pas en retrait, je ne sais pas, demandez-lui. Quant à M. Glucksmann, il dit on sait qui ne sera pas. Ah, mais M. Glucksmann, il ne faut pas parler comme ça trop vite, on va discuter. Et on est tombé d'accord sur au moins un point. Il y a un point sur lequel on est d'accord. C'est le groupe parlementaire le plus important qui présente le candidat à la primature. D'accord ? Parce que M. Faure l'a dit et tout le monde est d'accord là-dessus. Bon. Donc, nous verrons dans ce cadre comment nous décidons. Et moi, Ça peut être vous. Bah, évidemment, écoutez, il y a 2 ans, on a fait une campagne Mélenchon au Premier ministre. Je ne vais pas vous dire 2 ans après, ah non, non, pas moi, je ne suis pas au courant, je ne fais pas l'imbécile. Je dis les choses comme elles sont. Donc je dis, je ne m'élimine pas et je ne m'impose pas. Je pense que c'est une formule qui est assez respectueuse du collectif. Les partis vont discuter. Le groupe parlementaire proposera, et s'il est le plus important, dans les élections jusqu'à présent, toujours... Tous ceux qui ont eu à vivre de la cohabitation... Vos partenaires ne sont pas tous d'accord avec le fait que ce sera le groupe qui est le plus important qui décidera. Non. Il y en a certains qui plaident pour qu'il y ait un vote. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Oui, alors M. Roussel n'est pas d'accord. Pardon de vous dire que... bon, il n'est pas d'accord, on l'enregistre. Il est d'accord en général avec pas grand-chose, mais là, il faut qu'il fasse des efforts, comme tout le monde.
C'est pour ça qu'on a tendance à traiter le parti de la France Insoumise, et Mélenchon en général, comme étant quelqu'un de très autoritaire. Hein. Je vous remets sa dernière phrase. Si vous n'avez pas tilté, posez-vous des questions. Hein. Avec pas grand-chose, mais là, il faut qu'il fasse des efforts, comme tout le monde. Voilà, faut qu'il fasse des efforts comme tout le monde. En gros, tu te ranges du côté du groupe dominant dans les NFP, sinon, à demi-mot, sinon tu dégages. Donc voilà, on a cette fameuse polémique. Bon, est-ce qu'on peut réellement parler de polémique? J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est une polémique qui se cache quand même pas mal, qui se dissimule. Qui sera Premier ministre à l'issue d'une potentielle victoire de la gauche? Encore une fois, même s'il y a très peu de chances que ça arrive, il y a quand même des chances que la gauche arrive à avoir la majorité par rapport au Rassemblement National. C'est possible, puisque le NFP, ça a quand même rassemblé plein de partis qui ont passé des années à se tirer dans les pattes, des années durant lesquelles aucun d'entre eux n'a pu gouverner. Donc là, ils se sont dit, allez, on va se mettre ensemble. Ça fait un peu bisounours, sachant qu'il y a pas mal de tensions qui sont dissimulées, comme je vous l'ai dit. Donc, je pense que ça peut arriver, même si je parierais plus sur une victoire, sur une majorité relative du Rassemblement National, de Jordan Bardella. Mais sinon, la gauche, si jamais ils arrivent au pouvoir, en fait, ils sont toujours pas dit qui allait être Premier ministre. Il me semble que c'était monsieur Olivier Faure, donc le premier secrétaire du Parti Socialiste Français, qui avait dit que on ne saurait pas avant le premier tour. Donc que ça serait entre le premier et le deuxième tour, je sais pas. En tout cas, ça commence à presser un petit peu. Je conseillerais en tout cas aux gens au bureau du NFP, si tant est qu'un bureau du NFP existe, je leur conseillerais de se décider le plus rapidement possible. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que la prudence, la prudence, on va dire, leur imposerait de choisir quelqu'un qui n'est pas controversé comme monsieur Olivier Faure, même si Olivier Faure il fait partie du PS. Le PS, on se souvient que ça a été le parti qui a mis en avant des lois qui étaient quand même pas vachement néolibérales, et ils se sont essuyés les critiques de la gauche, et la France Insoumise à partir de ce moment-là s'est imposée comme étant le parti de gauche, et c'est devenu ensuite le parti de gauche majoritaire en tant que parti seul, hein, parce que si on accepte les résultats des élections européennes où c'était la liste Place Publique et Parti Socialiste qui avait fait le plus gros score à gauche. Donc voilà, il faut Mélenchon, si jamais je vous disais que la prudence recommanderait de choisir quelqu'un comme Olivier Faure, mais si monsieur Mélenchon se présente comme étant le candidat pour être Premier ministre en cas de victoire de la gauche, c'est très mal barré, puisque Mélenchon, il y a des gens qui le détestent, y compris dans la France Insoumise, dans son propre parti, il y a vraiment des gens qui le détestent. On a vu, par exemple, quand il avait purgé ce qu'on appelait des frondeurs, en gros, c'est des députés, des personnalités qui étaient dissidentes, qui critiquaient trop Mélenchon, donc voilà, ça leur est retombé sur la tête, sur la gueule. Ils se sont fait purger, on les a remplacés, on n'a pas renouvelé leur investiture. Lors des élections, lors des dépôts de candidature pour les élections, on a mis des gens qui sortaient un petit peu de nulle part, enfin qui étaient militants, voilà, qui viennent du milieu associatif, tout ça, qui viennent du militantisme de la CGT. Mais j'ai vu le profil des nouveaux arrivants. On les a remplacés parce que justement, apparemment, ils critiquaient beaucoup trop monsieur Jean-Luc Mélenchon. Si c'est Mélenchon, puisqu'il est connu, Mélenchon c'est quelqu'un qui gère son parti de manière autoritaire, il y a des gens comme le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts qui le détestent, il y a sûrement des gens, il y a peut-être même qu'il y a genre 30-40% des gens de LFI qui le détestent mais qui n'osent rien dire. Et en tout cas, Mélenchon c'est quelqu'un, je ne pense pas être sévère en affirmant cela, mais c'est quelqu'un qui a une grande gueule, je ne l'imagine pas dans des sommets, par exemple face à Vladimir Poutine. Imaginez Mélenchon face à Vladimir Poutine. En 20 secondes, il déclenche la 3e guerre mondiale. Donc voilà. On va passer donc à la déclaration suivante, et là encore, c'est par rapport à Jean-Luc Mélenchon. L'idée d'une nomination au poste de Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon, qu'il alimente lui-même, n'a jamais fait l'objet d'un accord entre les forces du Front Populaire. C'est faux et insupportable, dit Fabien Roussel, communiqué dimanche. C'est un petit peu, ça rejoint ce qu'on a vu dans la première vidéo. Le candidat communiste à sa réélection dans le Nord et allié de LFI au sein du nouveau Front Populaire fulmine contre le leader insoumis encore et toujours. Libération, ils sont pas reconnus pour leur impartialité, pour rester gentils. Donc voilà, on a encore une fois
le fameux sujet de Mélenchon qui dit, voilà, en gros, Mélenchon, il n'a pas réellement affirmé, il n'a pas dit, ça va être moi le Premier ministre si c'est la gauche qui gagne, parce qu'il n'a pas vraiment son mot à dire là-dessus, il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a rien eu, ça va être une bataille d'ego qu'ils vont devoir résoudre très rapidement. Quand on sait à quel point ce genre d'intrigue met des mois, des fois des semaines, ou des fois des mois à se solver, je pense pas qu'ils vont réussir à trouver un accord à l'amiable d'ici au 7 juillet, qui sera le second tour des élections législatives. Après quoi, ça sera urgent. Il faudra qu'il y ait un Premier ministre, en tout cas si jamais la gauche emporte la majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc cette question, il faudra qu'ils la résolvent le plus rapidement possible, parce que les gens, le RN, ils savent que ça va être Jordan Bardella. La majorité présidentielle, ils savent très bien que ça va être Gabriel Attal, qui est... C'est bizarre de le dire, mais il est actuellement toujours Premier ministre, il me semble, c'est vraiment très bizarre, j'ai l'impression de vivre dans une autre réalité. Par contre, le NFP, qui est techniquement le deuxième parti avec le plus d'intention de vote, ils sont pas fichus de se mettre d'accord sur un Premier ministre, et je pense que ça va très mal finir, hein. Ce genre d'affaires, ça traîne, puisque personne n'a envie de se prononcer. Et je vous parie que si quelqu'un se prononce immédiatement, coup de sniper dans la tête, donc au sens figuré. Voilà. Mélenchon, dans ce passage, voilà, il montre qu'il n'aime pas énormément Fabien Roussel, et Fabien Roussel n'est pas trop Mélenchon, parce que ce qui est bizarre, sachant que LFI c'est censé être un parti social-démocrate populiste, et le Parti communiste français est censé être un parti communiste, en réalité Roussel est bien plus à droite que Mélenchon. Enfin, c'est bizarre de le dire comme ça, je reformulerai, je dirais plutôt que Mélenchon est bien plus à gauche que Fabien Roussel, et il représente même pas la même gauche, même pas. Donc... on a cette troisième déclaration. Mélenchon n'est pas la personnalité qui peut faire consensus, dit Clémentine Autain à La Tribune dimanche. La députée LFI sortante de Seine-Saint-Denis marque une fois de plus ses distances avec le chef de file des Insoumis, qu'elle critique aisément. Pour elle, l'idée d'Olivier Faure de désigner le candidat de la gauche à Matignon par un vote est une proposition sensée. Et je suis tout à fait d'accord. C'est bizarre que ce soit Clémentine Autain, sachant que Clémentine Autain n'a pas été connue comme étant une députée frondeuse. Clémentine Autain n'a jamais été connue pour prendre position contre Mélenchon, mais là, vu que c'est en interne, ça se voit que les gens, ils en ont marre de Mélenchon, et surtout, ils considèrent que Mélenchon Premier ministre, c'est une menace. Il y a des gens qui sont prêts à voter, par exemple, des adhérents de Europe Écologie Les Verts, ils seraient prêts à voter pour le NFP pour éviter une victoire du Rassemblement National, mais par contre jamais ils ne soutiendraient une candidature de Mélenchon. Donc même si la France Insoumise c'est techniquement le parti le plus puissant dans le nouveau Front Populaire, il n'est pas à exclure que si jamais on soumet la proposition au vote, que ça ne soit pas du tout Mélenchon qui soit désigné. Ça serait vraiment un suicide électoral s'il le faut. Donc là, je suis très d'accord avec Madame Autain. Le Mélenchon n'est pas la personnalité qui peut faire consensus, très très loin de là. Mélenchon, c'est un peu un tribun énervé, c'est quelqu'un qui a une grande gueule. Il ne pourra pas permettre de dégager un consensus. Quatrième déclaration, encore une fois, Jean-Luc, par rapport à notre Méluche nationale. Jean-Luc Mélenchon n'est ni espéré ni nécessaire, dit Nicole Belloubet. Je ne sais pas comment ça se prononce et j'en ai pas grand chose à faire. Nicole Belloubet, dimanche, France Info. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas mâché ses mots sur le leader des Insoumis. Elle a en revanche tendu la main à ses anciens collègues socialistes, avec lesquels elle se voit travailler après les élections législatives au sein d'une coalition au programme modéré et cohérent. Si j'ai bien compris, alors si elle est ministre de l'Éducation nationale, ça veut dire que elle fait partie de la majorité présidentielle. Donc ça doit être une ancienne du PS qui a rejoint La République En Marche, qui est devenue Renaissance par la suite. Donc voilà ce que je vous dis sur le fait que Macron il a vraiment capté la droite du PS et la gauche de LR. On va regarder cette vidéo vite fait. Campagne de ces législatives, vous venez de la gauche, d'une gauche social-démocrate. Est-ce que vous aussi, vous mettez un signe égal entre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National ? Moi, je considère que les deux programmes, pour des raisons différentes, sont dangereux. Je trouve qu'il y a une forme d'incohérence dans le programme du nouveau Front Populaire. Parce qu'on voit bien que sur l'Ukraine, sur le nucléaire, sur l'Europe, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Et donc, on n'est pas certain de ce qui sortira de ce programme si par hasard il y a des gens qui sont élus et s'il y avait un Premier ministre de cette mouvance-là. Quant au Rassemblement national, chacun connaît les dangers pour les libertés, pour l'incohérence également du programme économique, puisqu'on voit bien que Bardella un jour dit que la retraite à 60 ans sera rejetée, le lendemain pas tout de suite. Il en va de même sur les questions de TVA, donc il y a de l'incertitude des deux côtés. Mais quand je parlais de ceci...
C'est vrai qu'au niveau économique, le RN, il est un petit peu pris en tenaille entre des gens qui sont, je pense, plus de la vieille école, qui sont plus des gens qui sont très libéraux, et au contraire des gens. Donc ça, c'est plutôt ceux qui vont soutenir la partie de l'électorat du RN qui vient des classes populaires ou alors des classes rurales. Des classes rurales, c'est très moche comme expression, je trouve. Des gens qui habitent à la campagne, tout simplement. Où là, ils seraient plus prêts à plus de protectionnisme. Hein. C'est vrai que le RN, ils n'ont jamais été très clairs sur leur position économique. Ils ont des mesures pour pouvoir combattre l'inflation, le pouvoir d'achat, tout ça, si j'ai bien compris. C'est vrai que c'est pas très cohérent, hein, là pour le coup, et parce que pour une raison assez simple, hein, de la même manière que la France Insoumise ne veut pas se prononcer sur un Premier ministre parce qu'ils ont peur de provoquer des polémiques, bah là le RN, je pense que c'est à peu près pour la même raison. Ils ne veulent pas provoquer de polémique parce que dans le camp nationaliste, l'idée qui prime, c'est l'identité, l'immigration. L'économie reste assez secondaire. Donc c'est une préoccupation. C'est pas qu'elle est secondaire, c'est que c'est pas le sujet qui est prégnant dans le camp nationaliste. C'est plus l'identité et l'immigration. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté chez le RN. En vrai, je n'ai jamais réussi à savoir si le RN, économiquement, ils étaient plus de gauche que de droite. Et surtout en ce moment, sur les réseaux sociaux et les médias, on voit les deux messages. À la fois le RN, ils sont trop libéraux, ils vont privatiser, ils vont faire des libéralisations. Et à la fois le RN, en fait, ils vont coûter trop d'argent à la France. Ça, c'est plutôt une idée qui est colportée une idée qui est rapportée par les centristes, les gens qui sont plus modérés par rapport au Rassemblement National qui, je crois que le RN, il y a des estimations, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vérifié, mais apparemment c'est 9 milliards de dépenses en plus, ce qui est pas énorme. Voilà, on va s'arrêter là-dessus par rapport au RN, mais je suis d'accord, même si encore une fois je suis pas partisan, mais faut reconnaître quand même qu'en termes d'économie, le RN devrait se placer de manière plus explicite. Hein. Signe égal, c'est-à-dire qu'il y a ce discours au sein du camp présidentiel de dire extrême droite et extrême gauche. Vos anciens amis socialistes, ils font partie de l'extrême gauche. Moi, je distingue clairement les gens qui viennent des LFI, pour lesquels en aucune manière je ne voterai, et le Rassemblement National. Je l'ai dit, toute ma vie politique, j'ai été opposée au Rassemblement National. Mais je pense qu'au fond, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions recréer une alliance cohérente de l'ensemble des républicains et des sociodémocrates. C'est-à-dire que moi, je n'ai évidemment aucune difficulté à travailler avec mes anciens collègues socialistes qui rejoindraient un programme modéré et cohérent. C'est-à-dire que Oui, certes, sauf que Macron, il a quand même déchiré le Parti Socialiste de la même manière qu'il a déchiré les Républicains. Il a fait passer la France du bipartisme à les autres contre César. Donc, comme je vous l'ai dit plein de fois, non, faut quand même pas minimiser ça. Hein. Les gens qui sont... le Parti Socialiste a longtemps eu une aile gauche et une aile droite. L'aile droite est partie chez Macron, et ça va être le même genre de gens qui vont rejoindre la majorité présidentielle, alors que l'aile gauche, elle est passée au nouveau Front Populaire. Est-ce qu'on peut envisager une potentielle pérennité du NFP? Je n'y crois pas. Plus le temps passe, plus j'y crois, mais bon, je suis passé à je n'y crois pas du tout à je n'y crois pas vraiment. Donc... à voir comment ça évolue. Vous pourrez penser que je suis très optimiste par rapport au NFP. Je vous rappelle que c'est la première fois en je sais pas combien d'années où on a un tel rassemblement de partis de gauche. Hein. Jean-Luc Mélenchon redit encore hier soir sur France 5 qu'il se verrait bien à Matignon. Vous ne le voyez pas incarner la gauche ? Pas du tout. Alors vraiment, je crois qu'il a dit qu'il ne rejetait pas, mais qu'il n'excluait pas non plus. Ça tombe bien, parce que je crois qu'il n'est ni espéré ni nécessaire. Et de mon point de vue, non, c'est pas quelqu'un qui incarne la gauche cohérente et raisonnée La gauche cohérente et raisonnée, ça c'est comment toi tu le décris en réalité. Le PS, électoralement, la gauche, ce qui était la gauche social-démocrate chrétienne, qui est ensuite devenue tout simplement le socialisme en France, qui est représenté par le PS, ils n'existent plus. Électoralement, ils représentent qui aujourd'hui ? Donc c'est un constat que j'ai pas du tout inventé. Hein. Je le sors pas de nulle part. Ça, suffit de voir comment Macron a fait en 2017 pour vraiment complètement casser en deux tout le champ politique, le champ idéologique en France. Hein. Alors, 5e affirmation, le macronisme s'est terminé, dit François Hollande samedi. La source, c'est AFP, Agence France-Presse. L'ex-pylône, l'actuel locataire de l'Élysée. L'ex-pylône, l'actuel locataire... C'est très moche cette formulation. Franchement, Libération, vous nous avez habitués à mieux. L'ex-pylône, l'actuel locataire de l'Élysée, donc l'ex-président,
Le macronisme a coûté cher sur le plan politique, accuse François Hollande. Les partis sont quand même beaucoup abîmés. Il y a un problème d'expression là, monsieur l'ex-président. Monsieur l'ex-président et futur député. L'extrême droite n'a jamais été aussi forte, dit-il. Voilà, c'est un moment qui a été long, mais qui s'achève. Le candidat du nouveau Front Populaire en Corrèze assure pourtant ne pas être dans une démarche vengeresse à l'égard d'Emmanuel Macron qui a précipité son départ de l'Elysée. Déjà, en effet, monsieur François Hollande, il est revenu dans sa il s'est présenté aux élections législatives sous l'étiquette du NFP. C'est du pur, François Hollande, il vient de ce que j'appelle le centre-gauche social-démocrate contemporain, les socialistes en cravate rouge, voilà, en costume cravate rouge à l'Assemblée nationale, dont on n'entend jamais parler, à part quand c'est pour ressortir des scandales. Donc voilà, c'est quelqu'un de très très modéré, voire même quelqu'un, est-ce qu'on peut vraiment considérer de gauche après les lois travail, après toutes les lois très néolibérales qu'il a fait passer? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il s'est représenté aux élections législatives sous l'étiquette du NFP. Le NFP, ils ont saisi l'occasion. Pourquoi? Parce que c'est François Hollande et ça fait qu'on parle de toi. Ça fait qu'on parle du NFP et il n'y a pas de mauvaise publicité, surtout pas en politique. Donc voilà, je pense que c'était assez ingénieux. Par contre, ça s'arrête là. Hein. François Hollande, c'était, à part ça, si on met de côté le côté communication, je pense que c'était une mauvaise idée. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont été surpris du moment où il s'est représenté aux élections législatives, alors que le gars, pendant, je crois, plus de 10 ans, il a occupé son poste de député, justement, dans la circonscription corrèze, pendant plus de 10 ans. Donc, c'est pas très surprenant, c'est juste que il fait un peu son retour en politique. Passer quand même de président de la République à député, c'est quand même bizarre. Hein. Vous imaginez vraiment François Hollande à l'Assemblée nationale? Je trouve vraiment, ça fait... Je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Enfin, c'est quand même une sacrée redescente. Donc voilà. Ensuite, alors... j'ai un gros problème avec cette formulation. Encore une fois, Libé, faut faire des efforts niveau texte à l'égard d'Emmanuel Macron qui a précipité son départ de l'Elysée 2017. Non, Macron n'a pas précipité le départ de Hollande. Déjà, Hollande, c'était même pas lui qui avait gagné à la primaire, c'était Benoît Hamon. Je serais très curieux de savoir de ce que son parti devient à la Génération. Il avait fondé un parti qui s'appelait le mouvement du 16 juin, machin truc, qui était complètement pourri. Ensuite, il l'a renommé Génération.s. Il aurait mieux fait de rester au PS. Hein. En tout cas, je sais pas du tout ce qui devient Benoît Hamon. Hein. Honnêtement, je serais curieux de savoir ce qui devient. Si je considère que ça vaut le coup, peut-être en parler dans une vidéo, j'en sais rien, une vidéo qui va faire environ 3 vues en 2 ans. Donc, parce qu'on soit honnête, tout le monde s'en fiche de ce personnage. Donc... Macron n'a pas précipité le départ de l'Elysée de François Hollande. François Hollande, il était cuit, il était fini après les lois travail. Hein. Loi Macron, tout ça, vous connaissez l'histoire. De toute façon, il était foutu. Donc non, c'était pas Macron qui a précipité son départ de l'Elysée. 6e affirmation, je pense qu'on va s'arrêter là. La France n'a pas les moyens de se prendre un enferme avec le Rassemblement national que, d'après M. Xavier Bertrand, qui est président de la région Hauts-de-France, dimanche sur France 3. Le président LR de la région Hauts-de-France a sorti le grand jeu, maintenant ou jamais. Si tous ceux qui ne veulent, on ouvre les guillemets, si tous ceux qui ne veulent pas du RN ne vont pas voter, on va se prendre un enferme minimum avec le RN. Le 7 juillet au soir, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se bouger. On regarde la vidéo de M. Xavier Bertrand. Que si tous ceux qui ne veulent pas du Rassemblement national ne vont pas voter, on va se prendre un enferme minimum avec le Rassemblement national. Et le 7 juillet au soir, il sera trop tard. Alors c'est maintenant qu'il faut se bouger. J'ai regardé cette vidéo, j'ai lu la retranscription, j'ai pas compris ce que monsieur Xavier Bertrand essaie de dire. Il dit on va se prendre un enferme avec le Rassemblement national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France sera emprisonnée, prison ferme, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas trop compris. Hein. Peut-être que ça serait une bonne idée d'aller voir directement sur Twitter. On va voir ça. Alors, qu'en disent les gens? Rien du tout. Rien du tout. Non, en fait, c'était une mauvaise idée. Excusez-moi pour ce petit contretemps. J'ai pas trop compris ce que monsieur Bertrand essaie de nous expliquer. Donc, en commentaire, si vous voyez ce qu'il essaie de nous dire, je serais très content. Alors, j'ai dit qu'on s'arrêterait à 6. Je pense qu'on a encore un petit peu le temps d'aller à la 7ème. D'après Rachida Dati, dimanche sur LCI, Emmanuel Macron a changé depuis la dissolution. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, dit Libération. La ministre de la Culture assure qu'il y aura un nouveau projet, une nouvelle gouvernance, une nouvelle vision, une nouvelle forme d'autorité et de fermeté sur tous les sujets. Ça, par contre, je voulais en parler. Hein. C'est une manière de ne rien dire, en fait.
on contourne la langue de bois politicienne pour continuer à faire exactement la même chose, c'est-à-dire parler pour ne rien dire. Sérieusement, donnez-moi un parti qui pourrait dire cette formule-là, un nouveau projet, une nouvelle gouvernance, une nouvelle vision, une nouvelle forme d'autorité et de fermeté sur tous les sujets, sans que ça ne soit contradictoire. Quand tu fais de la politique et que tu dis une phrase qui peut être répétée de manière égale par tous les partis, eh bien c'est une phrase qui sert à rien. Tu as parlé pour ne rien dire, tu as gaspillé ta salive, tu as gaspillé ton temps et le nôtre. Et c'est pour ça que, bon, on va passer très rapidement là-dessus. Ça par contre c'est intéressant, la France est à droite, il faudra reconstruire quelque chose, dit Gérald Darmanin chez Le Figaro. Le premier flic de France fait une déclaration d'amour à son parti d'origine, les Républicains, dans un reportage publié dans Le Figaro. Son ancienne famille venant d'imploser sous l'action de son président Éric Ciotti, Emmanuel Macron étant en mauvaise posture, Darmanin retourne donc à ses premières amours, la droite, et auprès de son ami Édouard Philippe. Darmanin n'a jamais nié être de droite. Et d'ailleurs, je vous rappelle ce moment d'anthologie quand on avait Darmanin face à Marine Le Pen, et Darmanin a montré à Marine Le Pen qu'elle était moins radicale que lui sur certains sujets. Notamment, je pense à un moment, il avait dit que voilà, elle voyait pas de problème au fait qu'une partie des Français soient musulmans. Il disait les valeurs de l'islam sont compatibles avec la République, un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais bon, on a eu ce moment d'anthologie que j'oublierai jamais parce que c'était vraiment... je sais pas dans quelle ligne spatio-temporelle on est, mais c'est quand même c'est incroyable ce qui se passe. Mais... voilà, Darmanin, il a toujours fait. C'est pour ça que, historiquement en France, les ministres de l'Intérieur, historiquement, ils sont de droite. Comme les préfets, en général, ils sont un peu plus à droite que le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, ça a toujours été quelqu'un de droite, quelqu'un ferme, quelqu'un qui sait appliquer l'autorité. Voilà. Donc, c'est pas, je pense que c'est pas réellement un retour aux sources, mais je suis assez d'accord avec lui. Le fait que la France est à droite. Depuis, la gauche n'a pas gouverné depuis la moitié du mandat de Hollande. Et encore, c'était même pas vraiment une gauche, parce que je dis la moitié du mandat de Hollande, parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Honnêtement, qu'est-ce que Hollande a fait de réellement de gauche ? Donc, voilà. La France est de droite, et je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, si on prend la France d'aujourd'hui, où on a le RN qui fait la majorité, et si on prend la majorité présidentielle qui est également à droite, qui est pour moi la majorité présidentielle, donc Renaissance, Macron, est de centre-droit. Il est beaucoup plus LR que PS, surtout quand on prend le PS actuel. Il est beaucoup plus LR que PS, il est beaucoup plus libéral, il a plus une vision, c'est plus je le vois beaucoup plus avec LR, et... j'empiète sur une potentielle future vidéo, mais les Républicains et Macron, ils ont déjà commencé à faire des pactes de non-agression, c'est-à-dire ils ont déjà, un peu comme le NFP, dans certaines circonscriptions, ils se sont mis d'accord pour, quand il y en a un qui présente un candidat, l'autre ne présente pas de candidat, justement pour concentrer les votes, arriver au second tour, en cas de potentielle victoire, en cas d'une potentielle arrivée au second tour d'un candidat du Rassemblement National. Ou alors, là, ce serait, je pense, surtout un candidat du NFP. Donc, ils ont déjà commencé à faire ça. Donc, voilà, on prend le RN, on prend la majorité présidentielle, les autres partis, voilà, la formation qui est réellement de gauche, pour moi, c'est le NFP. Les autres ne sont pas réellement de gauche, c'est des gens de centre-droit. En tout cas, ceux qui ont suivi Macron, même en 2017 et même en 2022, pour moi, c'était des gens de centre-droit. Et je pense pas que ça soit juste pour moi, je pense qu'objectivement, c'était des gens de centre-droit. Ils ont quelques airs de gauchistes, mais pour tout le reste, tout ce qui est sociétal, tout ce qui est économique, tout ce qui est, voilà, tous les projets de politique politicienne réelle, ça a toujours été des gens qui présentaient une vision de centre-droit, genre républicaine, voilà, libérale, tout ça. Donc oui, la France est à droite, la plupart des électeurs sont à droite. C'est pas à droite nationaliste comme le RN, c'est pas à droite semi-identitaire comme Reconquête, certes, mais voilà, on peut dire que, au moins... Si jamais ça vous offusque un peu de dire ça, que la France est à majorité à droite, on peut dire que la gauche est minoritaire en France. Ça, par contre, je pense que c'est réel. La gauche est minoritaire en France. Voilà. Donc, voilà, c'est une vidéo assez tranquille, honnêtement, assez facile à réaliser. J'ai choisi de la faire parce que, après les sujets un peu compliqués qu'on a eu ces derniers jours, c'est un moment comme ça, voilà, de faire une rétrospective par rapport au week-end, à ce qui s'est passé. Donc, si vous avez des idées de vidéos, parce que, bon, les sujets de vidéos, comme je vous l'ai dit, j'ai constamment des sujets de vidéo, mais c'est pas nécessairement les trucs qui m'intéressent le plus. Donc si vous avez des idées vidéo à me soumettre, surtout n'hésitez pas en commentaire. Si vraiment vous avez des idées, un article, une déclaration, une polémique, si vous voulez que j'en parle, c'est dans les commentaires que ça se passe. Donc on se dit à demain pour la prochaine vidéo, et je pense que la vidéo de demain va vous surprendre. Ciao.